Bonsoir, madame, monsieur, en direct et en public. Question d'actu ce soir, ce lundi, pour le dernier numéro de l'année. Et puisque c'est le dernier avant 2013, nous avons tout simplement décidé de passer en revue l'année 2012, les moments les plus importants qui ont marqué cette année. Experts et spécialistes sont avec moi ce soir pour commenter ces dates, ces faits marquants. Vous allez voir de qui il s'agit dans un instant. Entre économistes, politologues et universitaires, ils donneront leurs analyses, leurs approches, leurs visions sur des questions d'actualité. Laissez-moi vous les présenter. Je reçois Louise Adli Saïd Hamadouche. Bonsoir. Vous êtes politologue et vous êtes enseignante à l'université d'Alger. Le professeur Chemseddine Chitour de l'école polytechnique, un habitué, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Salah Mohoubi, vous êtes politologue et économiste également. Et puis Kamal Benkoussa, vous êtes expert financier et vous êtes établi à Londres. Messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir répondu présent pour cette émission spéciale qui va durer un peu plus de temps que prévu, 1h30, 1h30, pour tout simplement commenter tous ces événements politiques, économiques et internationaux. Merci beaucoup d'avoir, en tous les cas, répondu, présent et être avec nous sur ce plateau. Merci également au public qui va assister à nos séries de débats ce soir. Alors, top départ, on va commencer par la politique. Une grosse année politique, j'ai envie de dire, avec des élections cette année 2012, législatives mais aussi locales le mois dernier. Une année, comme on va voir en images intenses, je vous le disais, des législatives, c'était le 10 mai dernier. On attend toujours ces images. Le taux de participation a atteint les 44%. À l'issue de ce scrutin, le FLN a obtenu une majorité relative en raflant 220 sièges sur les 462 à pourvoir. Le RND est arrivé en deuxième position avec 68 sièges, suivi par l'Alliance de l'Algérie verte, les trois partis d'obédience islamiste qui ont décroché 48 sièges. Après une absence de 10 ans, le FFS revient, il obtient 21 sièges, talonné par le PT, le Parti des travailleurs, avec 20 sièges. Les indépendants en ont obtenu 19. Dans la nouvelle configuration de la Chambre basse du Parlement, la représentativité féminine est en hausse. Les femmes ont remporté 145 sièges, soit 31%, autrement dit, le tiers. Après les législatives, le tour des locales, c'était le 29 novembre dernier, tout récent. Et là, nombre record de partis participants, 52, s'il vous plaît. Taux de participation, 44% pour les APC, 42% pour les APOI. Les Algériens ont voté pour renouveler leurs représentants dans 1541 communes et 48 assemblées populaires de wilaya. Sans surprise, le FLN a obtenu la majorité absolue dans 159 communes. Même scénario pour le reste. Le RND est arrivé deuxième avec 132 communes. Le MSP et l'Alliance de l'Algérie verte n'ont réussi à décrocher que 10 communes chacun. Bien que le FLN ait conquis la majorité des sièges dans de nombreuses communes, il s'est retrouvé contraint de former des alliances avec d'autres partis dans de nombreuses localités. Voilà donc pour cette grosse année politique en chiffres. Place au débat. Et bien, première question, alors que les choses sont en train de changer dans le monde arabe, particulièrement chez nos voisins, eh bien le vieux parti résiste. À votre avis, quel commentaire faites-vous du FLN qui reste toujours au pouvoir? Salah Mohoubi. Merci. Écoutez, je dirais que c'est sans surprise. Hein. Le FLN est là depuis 1962. Il est pratiquement le reflet d'un système politique installé en 1962. C'est tout à fait normal qu'il est toujours présent et qu'on le verra peut-être aussi à l'avenir. Il y a eu quelques changements dans le paysage politique, sans remettre en cause. Oui, il y a eu par exemple la naissance du RND, la naissance d'autres partis, mais sans remettre en cause, si vous voulez, le poids du FLN
en Algérie. Avant les législatives, beaucoup d'observateurs le donnaient perdant. Et pourtant, il est bel et bien là. Oui, et avec quelle majorité aussi. Hein. Non, je dirais c'est sans surprise. C'est la nature du système politique algérien, serait depuis 1962, qui fait que, en fin de compte, nous avons tenté de changer, mais chaque fois, ce ne sont que des replâtrages. On a voulu instaurer une démocratie. On a instauré une démocratie de façade. On a voulu instaurer le multipartisme. En fin de compte, c'est le FLN qui a explosé. Mais attention, quand je dis explosé, c'est-à-dire qu'il a donné naissance à d'autres petits partis et qui aujourd'hui agit sur la scène politique nationale. Le RND, le FLN, c'est le même combat, et d'autres partis que je ne voudrais pas citer. Ça, tout le monde le sait. Donc, pratiquement, le système algérien est demeuré tel quel, avec des réaménagements depuis 1962, et l'on comprend qu'en 2012, le FLN soit toujours prédominant. Louis Aïd Hamadouche, comment vous expliquez le maintien du FLN au pouvoir alors qu'il y a cette vague de ce qu'on appelle le printemps arabe? On va y venir dans un instant. En fait, je rejoins Salah Mohoubi par rapport à l'élément structurel. Je crois que le FLN continue de structurer depuis l'indépendance et même avant l'indépendance la composante politique du système politique algérien. C'est un élément structurel important, ce qui montre en fait qu'il y a un échec relatif ou absolu dans les volontés ou dans les mécanismes mis en place depuis 89 en vue de changer la nature de ce régime politique. Et je crois que c'est un échec non seulement pour le régime politique algérien, pour l'image que l'Algérie a à l'extérieur, c'est très important à l'heure actuelle, mais c'est aussi un échec relatif pour le FLN lui-même. Il n'est pas bon pour un parti de rester au pouvoir aussi longtemps parce que l'usure du pouvoir, en fait, amène à certains discrédits, à certaines critiques, et le FLN étant un parti comme les autres, entre guillemets, il ne peut pas échapper à ce type d'usure. L'élément conjoncturel, je crois qu'il a également son rôle à jouer dans la mesure où vous parliez du printemps arabe. Or, ce printemps arabe, depuis le début à peu près, ou depuis quelques mois déjà, il montre ses limites en termes de changement politique, parce qu'en fait, quand on parle de révolution, il faut bien savoir qu'un processus révolutionnaire prend du temps, et les changements intervenus dans les pays qui ont connu ce fameux printemps arabe, ils sont eux aussi relatifs et parfois porteurs de déception et de désillusion. Et puis, il y a l'autre élément conjoncturel également, c'est l'élément sécuritaire. Une insécurité certaine s'est installée aux frontières de l'Algérie, et les Algériens, apparemment, considèrent que voter pour le FLN, c'est voter pour la sécurité. On continue encore d'alimenter le vote refuge. Et je pense que, et là pour revenir à l'élection législative en particulier, il faut bien comprendre, je crois que les Algériens ont été poussés à voter de façon, à 44%, chiffre officiel, pour le FLN parce que le débat et l'ensemble de la campagne électorale menée par le FLN comme par la majorité des autres partis, a été essentiellement basé sur l'élément sécuritaire, sur la nécessité de protéger l'Algérie des menaces qui l'entourent, menaces réelles ou exagérées, mais en tout cas c'est le discours sécuritaire qui a été produit pendant la campagne électorale et qui a donc produit les élections. Très bien, donc vous dites vote refuge, carrément. Oui. Kamal Benkoussa, comment vous expliquez-vous en tant qu'expert financier ce maintien du FLN au pouvoir? Je rejoins ce qui a été dit il y a un instant. J'ai suivi avec acuité ce qui s'est passé lors des élections législatives et des élections locales dernières. Ce qu'il faut noter, et je pense que il est nécessaire d'insister là-dessus, c'est que le FLN a gagné avec très peu de voix, 1 300 000 voix. Qu'il y a eu clairement un échec total de la politique, non seulement gouvernementale, mais des différents partis. Nous avons dilué une grande majorité des voix au travers de nouveaux partis qui soudainement ont été autorisés à pouvoir opérer sur la place politique algérienne, sans pour autant avoir un réel programme qui pourrait répondre aux attentes du peuple algérien. Au-delà pour rentrer plus dans les précisions, c'est le peuple algérien qui représente une grande majorité de la jeunesse algérienne qui aujourd'hui se retrouve totalement
en désarroi, abandonné, qui n'a aucune réponse politique ou économique à ces problèmes, qui sont des problèmes d'un jeune de quelconque pays. Si on retourne à la problématique des pays voisins, à savoir la Tunisie, qui aujourd'hui essaie de se remettre tant bien que mal de sa révolution, mais qui notons-le, a démarré parce qu'il y avait un malaise social. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, essaient de se défendre pour pouvoir, en fin de compte, construire cette nouvelle nation qui est la leur. Très bien. Et j'en terminerai là-dessus, c'est que le processus n'a pas été enclenché en Algérie parce qu'il y a eu, quelque part, une dilution des visions politiques en Algérie qui a fait qu'en fin de compte, le peuple algérien n'est ni reconnu au niveau des élections législatives, ni reconnu au niveau des partis politiques, et pour, au final, donner la majorité à un parti politique qui n'a repris que 1,3 million de voix. Et je pense qu'il est très important de le souligner là-dessus. Professeur Chitour, on l'a donné perdant et pourtant il est là, le FLN. Oui, en fait, je crois qu'il faudrait revenir à l'histoire. Le FLN a été créé pour mener à bien une révolution. La révolution étant terminée en 62, pour paraphraser Mohamed Boudiaf, le FLN est mort. En clair, les missions pour lesquelles il a été créé ne sont plus les mêmes des missions d'un peuple en création, c'est-à-dire d'un peuple en devenir. Ce qui fait que pratiquement tous les pays à travers le monde ont eu des partis de ce type. Mais ces pays-là ont fait leur mue, ce qui n'est pas le cas du FLN. Ce qui fait que pendant très longtemps, nous avons été gérés par l'article 120. Bon. Mais ensuite, il y a eu 89. On dit à tort ou à raison que nous avons déjà payé et que nous ne payerons pas. Nous allons y revenir. Que notre printemps arabe date de 88. Ce que je veux simplement souligner, c'est que personnellement, le collègue l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de vision d'avenir. On ne sait pas, quand on discute avec les collègues, à la limite, ce n'est pas la priorité. Ce qui est important, c'est d'avoir le pouvoir. Point. Ce qu'on va en faire par la suite, c'est un autre débat. Et ce qui se passe actuellement, c'est que j'ai la pénible impression, en tant que simple citoyen, que tous les dés sont pipés. C'est-à-dire que tout est joué d'avance. La parole n'est pas libérée. Le citoyen est spectateur de son destin. C'est ça qui est tragique. Donc à partir de ce moment-là, ça peut durer éternellement. Et on n'a pas compris que la secousse de 88 aurait pu être un électrochoc salvateur. Il n'en fut rien. Les mêmes choses produisant les mêmes effets. On a continué avec la même dynamique. Et pire encore, il y a des partis qui ont jailli du néant. Comment voulez-vous qu'un parti qui a 3 mois d'existence puisse avoir des voix? Sur quel programme? J'ai tenté personnellement vainement de comprendre. Quelle est leur stratégie? Quelle est leur vision de l'Algérie de 2030? Comment peut-on amener ce peuple à un degré de développement qui tourne le dos à la rente? On n'en est pas là. D'accord, on va parler des partis dans un petit moment. Alors je termine simplement pour dire que la seule chose positive qui, de mon point de vue, est très importante à mettre à l'actif de ce gouvernement, c'est la représentativité des femmes. Un tiers. À la PN, ça c'est quelque chose de majeur, et nous avons quelque part rendu la monnaie de la pièce à un certain nombre de pays pour lesquels on pensait à tort ou à raison que l'Algérie ne serait pas capable de donner la proportionnalité qui est tout à fait légitime à la femme algérienne. Ceci a été fait. À titre d'exemple, nous avons une proportion supérieure aux députés et ES françaises. En clair, ça, c'est une bonne chose. Mais que font-elles, ces femmes, en tant que députées? C'est ça le gros problème. J'aurais pensé personnellement qu'avec leur dimension de femmes proprement dit, elles puissent moraliser quelque peu la vie de la députation. Dernier point, j'insiste là-dessus. Le fait que des partis naissent et qu'au bout de 3 mois, voire 2 mois, ils arrivent à venir en 3e position, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la question reste posée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que je veux dire par là, que finalement, quand on dit des APC, les APC, moi j'en souffre. Je ne connais pas mon président d'APC. D'accord, on va revenir aux APC dans un petit moment. Et donc dans ces conditions, il n'y a pas de vision là aussi, de proximité.
Nous avons des présidents d'APC qu'on ne voit pas. Alors quel est leur programme? On va parler Encore des locales une fois, dans un le petit moment. problème du programme. Alors, l'arrivée des islamistes, autre point, ça a été prédit par de nombreux médias occidentaux avant les législatives, rappelez-vous, toujours dans cette vague de ce qu'on appelle le printemps arabe, il n'en a pas été le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Pourquoi aujourd'hui les partis d'obédience islamiste n'arrivent pas à s'imposer sur la scène politique algérienne? Bah là Louise encore, Adrisset Hamadouche. il y a absolument, enfin, à mon sens, il n'y a absolument aucune surprise. Dans la mesure où les partis islamistes qui se sont lancés dans la course électorale, aux législatives ou aux locales, ce sont des partis qui, malheureusement pour eux, ont perdu énormément de leur crédit à travers le jeu de l'entrisme qu'ils appliquent depuis plusieurs années déjà. Le parti le plus important, donc le MSP, a il en a profité bien entendu, mais il a beaucoup souffert également d'avoir fait partie de l'alliance présidentielle et donc il est d'une façon ou d'une autre partie prenante des réussites comme des échecs, surtout des échecs des gouvernements successifs depuis plusieurs années. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est que on ne peut pas, à partir de là, donc pour moi, il n'y a pas eu de surprise par rapport aux résultats. Ceci étant, on ne doit pas arriver, je crois, à la conclusion selon laquelle le courant islamiste en Algérie a reculé de façon significative. Parce que, à mon sens, il n'y a pas de parti agréé qui représente toutes les tendances islamistes de ce pays. On a bien vu ce qui s'est passé en Tunisie, par exemple, la surprise qui était quand même importante, et également en Égypte avec le parti Nour, hein, pas les frères musulmans. On ne connaît pas en Algérie le poids réel de ce qu'on appelle de façon dans l'opinion publique, les salafistes par exemple. On ne connaît pas leur poids. Aucun parti politique agréé ne représente ce courant en Algérie. Et aucune étude de terrain n'a été effectuée, jusqu'à présent en tout cas, pour déterminer quel est le poids d'un parti qui se réclamerait réellement d'une idéologie islamiste radicale au sens idéologique du terme et qui ne ferait pas, comme l'a fait le MSP, de l'entrisme, c'est-à-dire qu'il refuserait de participer à la gestion du pays, par exemple. Personne ne sait aujourd'hui quel poids aurait ce courant. D'accord. Kamal Benkoussa? Ce qui est intéressant de noter là-dessus, c'est qu'il y a deux problématiques, enfin deux mauvais côtés des partis islamistes qui se sont lancés dans ces élections. C'est un passé qui a été difficile, donc une mémoire qui est assez lourde. Vous parlez de la décennie noire, la décennie noire, en l'occurrence. Et deux, l'absence totale, encore en revenant à ce point-là, l'absence totale de programme. Donc aujourd'hui, nous avons ces partis islamistes, entre guillemets, qui, en prenant l'exemple de la Tunisie, qui arrive avec un semblant de moralité. La notion de justice sociale et de moralité a joué énormément dans ces pays. En arrivant en disant nous avons eu un système corrompu, une dictature, et aujourd'hui nous, parti politique islamiste religieux qui a été massacré pendant des années et des années, nous sommes organisés et capables d'offrir une réponse à la problématique de notre pays. C'est ce qui s'est passé en Tunisie. Moi, personnellement, je ne suis pas contre l'arrivée de partis islamistes ou de dirigeants islamistes qui pourraient prendre la place de nos dirigeants aujourd'hui. La question aujourd'hui, et là c'est très important, c'est ce que le printemps arabe a fait émerger dans l'opinion publique, c'est qu'aujourd'hui le pouvoir appartient au peuple et que la personne ou le groupe ou le parti politique qui prendra le pouvoir demain devra rendre des comptes au peuple. Ce qui se passe actuellement aujourd'hui en Égypte. Vous avez un gouvernement égyptien qui est de tendance islamiste et qui aujourd'hui est remis en question par rapport à certaines décisions. On va parler de l'Égypte et de la Tunisie tout à l'heure. Mais pour en arriver sur la question algérienne, aujourd'hui, nos partis qui sont de connivence avec les partis aujourd'hui en place n'ont ni la légitimité morale, ni la légitimité en termes de justice sociale, n'ont aucun programme politique ou économique à offrir à cette jeunesse qui ne demande qu'à vivre et qu'à rêver. Et aujourd'hui, aucun de ces partis, aujourd'hui en lice dans toutes ces élections, n'ont été capables d'apporter ces réponses à cette jeunesse qui en attend depuis des décennies. Chamseddine Chitour, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, en fait, c'est tout juste pour nuancer un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir la défaite des islamistes. Je suis d'accord, il y a la défaite des islamistes, mais pas la défaite de l'islam. Nous avons un islam tolérant depuis 14 siècles, mais on n'en fait pas un fonds de commerce. C'est là tout le problème proprement dit.
faire en sorte qu'on puisse se revendiquer des valeurs de l'islam, moi ça ne me gêne pas. Mais amalgamer des principes avec une mondialisation, une mondiale latinisation même, là c'est dangereux. La meilleure preuve, c'est que nous voyons les dégâts en Tunisie, en Égypte. Et là, une petite parenthèse simplement, personnellement, je ne crois pas au printemps arabe. Le printemps arabe. On va parler du printemps arabe. Pour S'il moi, vous plaît, n'essayez pas de. Je sais que ça vous brûle les lèvres. On va y arriver. Oui, le printemps arabe, il y a tout un chapitre. Non, tout est lié parce qu'on parlait tout à l'heure de l'entrisme des partis islamiques. C'est vrai. Le problème est là. On ne peut pas gérer un pays uniquement par des valeurs morales. Il y a d'autres considérants qu'il faut mettre en œuvre et cela, les partis, quels qu'ils soient, pêchent par leur ignorance dans ce domaine. Alors, le taux de participation toujours aussi faible, 44%, aussi bien pour les locales que pour les législatives. Qu'est-ce qui se passe finalement? L'Algérien ne s'intéresse toujours pas à la politique, se désintéresse de la chose politique. Votre commentaire? Vous avez laissé Hamadouche? Non, en fait, bon, l'abstention, elle est généralement analysée à travers deux grandes causes. Soit c'est le désintérêt de la chose politique, soit c'est un mouvement de contestation pacifique. Dans le deuxième schéma, ce n'est donc pas que les Algériens ont pris leur distance par rapport à la chose politique parce qu'ils s'intéressent à autre chose ou parce qu'ils vont à la plage où ils vont se balader le jour du scrutin. Je crois que l'offre politique qui leur a été proposée, qui leur est proposée depuis, on va dire 1997, est telle que l'un des moyens de contestation qui ne soit pas violent et donc qui soit pacifique pour les Algériens, c'est de ne pas se rendre aux urnes. Il y a cet élément et l'autre élément à prendre en considération également, ce sont les votes nuls. Tout à l'heure, vous parliez du nombre de votes que le FLN a obtenu. Les votes nuls, considérés comme nuls, étaient encore bien plus importants, étaient de 1,6 million. Cela signifie que parmi la participation, il y a également, dans le taux de participation que vous citez par exemple, il y a un taux extrêmement important d'Algériens qui vont voter, mais qui mettent un bulletin blanc, parce que non seulement ils ne voient aucun candidat qui réponde à leurs aspirations, mais ils considèrent que le vote blanc est une façon aussi de dire non et de protester contre l'offre politique qui leur est proposée. Kamel Benkoussa, sur ce taux de participation? Taux de participation, moi j'ai été stupéfait par une étude qui a été menée par une association qui s'appelle RAGE et un cabinet statistique appelé Écotechnique qui a fait une étude entre le 18 et le 26 mai 2012, donc sur un échantillon de 1200 jeunes dispersés sur 30 wilayas. Alors 39% de ces jeunes n'attendent absolument rien de l'Assemblée nationale, absolument rien. 58% jugent que les partis politiques ont un impact négatif sur la vie politique. Et 92% de ces jeunes ne font pas partie des partis politiques. Et je terminerai là-dessus sur une autre étude qui a été menée par un autre cabinet de sondage, qui est le Centre arabe de recherche des études politiques, qui a fait une étude entre le 15 et le 27 mai 2011. Et là, c'est un chiffre qui m'a fait froid au dos. Je ne dis pas ça pour faire du sensationnel, parce que c'est assez critique, qui dit que 26% des Algériens veulent quitter le pays. Ce qui est important. Alors, on reste avec les chiffres. 52, c'est le nombre de partis ayant pris part aux élections locales le mois dernier, le 29 novembre. C'est un chiffre quand même qui est important, flambé carrément. Certains saluent cette prestation, d'autres la dénoncent. Vous vous situez où? C'est trop peu? C'est trop? Vous vous situez où, professeur Chito? Écoutez, c'est pas... il fut une époque où, au début des années 90, nous avions à peu près ce chiffre. Donc, ce n'est pas une surprise. Ce qui est important, encore une fois, c'est le contenu. Quelle est la valeur ajoutée de chacun de ces personnes qui prétendent, en quelque sorte, mobiliser des voix en vue de sortir l'Algérie de l'ornière. En gros, chacun a sa solution. Mais si on regarde bien le contenu, il n'y a rien. Et c'est vide, c'est creux et sonore. Alors, je suis en train de me poser la question suivante. Si j'avais les moyens de discriminer dans les pays
qui ont une sédimentation de plusieurs dizaines ou centaines d'années. Vous avez ce qu'on appelle deux grands partis. Vous avez ce qu'on appelle les conservateurs et vous avez ce qu'on appelle les démocrates, c'est-à-dire ceux qui parlent du progrès. Bien. Donc, s'il nous faut le même temps pour pouvoir arriver à ça, nous sommes mal barrés. Il faudrait une centaine d'années pour qu'on puisse pouvoir... Deux gros équilibres. Deux gros équilibres. blocs. Mais si on regarde bien tout cela, si on discute, parce qu'il me semble personnellement que les critères qui ont prévalu pour créer des partis, c'est plus des critères de type administratif, il faut avoir 15 personnes, de moralité normale, point. Mais on n'est pas allé jusqu'à discuter, à savoir du contenu du programme. Je ne peux pas habiliter en tant que responsable n'importe quel parti parce que le problème qui se pose, c'est que tous ces partis-là, en fait, ils ne représentent qu'eux-mêmes. Et on regarde en fin de compte une déliquescence totale et il n'y a rien parce que c'est vide, parce que c'est creux, parce que c'est sonore. Bon, est-ce que le pouvoir veut à travers cela diviser ou donner l'image à l'extérieur d'une démocratie? En fait, personne n'est dupe. Tout à l'heure, les jeunes disaient, bon, on n'y croit pas. Ni à la PN, ni au parti, ni etc. Bref, ils sont dans un univers parallèle. Et le gouvernement, le système est dans un autre univers. Alors, ce qui me renvoie à vous poser la question que vous voulez aborder dès le début. La notion de l'élu, elle n'est pas claire chez nous aujourd'hui en Algérie. Oui, mais écoutez, l'élu, au-delà du sens biblique du terme, c'est-à-dire les choisis en quelque sorte, dans un échantillon, on prend l'élu. Ça a une connotation biblique, ça. Bon, qu'est-ce qu'un élu? C'est quelqu'un qui a d'abord une vision, qui est capable de proposer quelque chose qui puisse pouvoir convaincre. Mais vous ne pouvez pas être élu si vous n'avez pas les neurones qu'il faut, d'où la formation proprement dite. Et il me semble que le niveau de base des élus, proprement dit, pose problème. J'ai fait une contribution dernièrement dans un journal, comme je suis souvent interpellé pour les problèmes de l'énergie, j'ai écrit un petit texte où j'ai écrit « L'énergie expliquée à nos députés ». J'ai essayé d'expliquer de quoi il s'agit. Et donc je crois que cette défaillance de nos élus pourrait d'une certaine façon être un peu contenue si on les remettait à l'école. Et je dis d'une façon responsable, ils doivent repasser à l'école parce que les grands enjeux du XXIe siècle, c'est pas les enjeux de l'Asabiya ou de Souhouba, non, c'est d'autres enjeux qui doivent absolument nous permettre... Ah, vous n'avez pas éteint votre portable, professeur. Et voilà. Et ben voilà. Et donc, qui doivent permettre à ces gens-là... cherche à savoir si vous êtes en direct ou pas, certainement. De pouvoir en quelque sorte proposer quelque chose. Ce qui est très grave, c'est que ces gens-là, au-delà des 300 mots de la langue de bois, je m'excuse, mais c'est là la réalité, au-delà des 300 mots de la... C'est vide, c'est creux, il n'y a rien, il n'y a que neige. C'est pour ça que je comprends que les jeunes ne se sentent pas concernés. Et donc, les élus, pour moi, ce ne sont pas des élus, ce sont des gens qui ont, d'une certaine façon, pris en otage les espérances des électeurs et des électrices. Kamal Belkoussa, dernière réaction pour la politique, avant de passer à l'économie. Dernière réaction, et j'en terminerai là-dessus. Ce qui est primordial, ce qui est important de noter là-dessus, c'est qu'on joue avec l'avenir d'un peuple. On a laissé l'incompétence s'ingérer dans le système, l'irresponsabilité, pour au final mettre à risque des générations futures de ce pays. Et aujourd'hui, cet attentisme face à cette incompétence, ce vide politique, ce vide économique, ce manque de vision, comme vous l'avez dit, l'Algérie vit en décalage total, notamment vis-à-vis des pays environnants, donc de la région, du bassin méditerranéen et du reste du monde. Et face à ça, nous avons une jeunesse qui n'est pas capable de pouvoir s'organiser ou qui ne peut pas s'organiser pour pouvoir apporter un répondant au vide politique, vide économique qui aujourd'hui sévit en Algérie. Très bien. Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur la politique. Je vous disais une grosse année 2012 en termes de politique, en termes de rendez-vous électoraux avec aussi bien les législatives que les locales. On vient de commenter avec nos invités un peu le déroulement de ce scrutin, de ces scrutins, mais aussi les résultats. Alors, on passe à l'économie. L'économie avec, vous imaginez, la crise financière internationale inévitable comme sujet. Et on va s'arrêter un petit moment sur cette crise. Alors en 2012, elle en a été à sa 5e année
consécutives. Ces effets, même s'ils ont légèrement diminué, se font toujours ressentir. La Grèce, première victime dans la zone euro. Athènes a croulé sous le poids de la dette, ce qui a eu pour effet de déclencher une tempête boursière, créant même un effet de contagion. En Espagne et au Portugal, un effet boule de neige qui a obligé les Ibériques à payer le prix fort. Licenciements en masse, chômage en hausse, baisse de la consommation et du pouvoir d'achat, augmentation des charges. Ce sont là les conséquences de cette situation. Bien évidemment, les incidences sur l'Algérie, ça nous intéresse aussi. Les responsables du gouvernement disent pas d'impact. Les économistes, eux, estiment le contraire, puisqu'ils expliquent la demande de l'énergie a diminué durant cette période. Et comme notre économie dépend à 98% des hydrocarbures, il n'y a pas photo. Et je vous pose la question, est-ce que finalement on est touché, oui ou non, par cette crise financière? Est-ce que ça a été le cas, en l'occurrence, durant cette année 2012? Kamal Benkoussa. Bien évidemment. Vous savez, moi j'ai été au cœur de cette crise en tant que financier. Nous étions, personnellement, positionnés par rapport à ce qui allait arriver en 2008. Déjà dès 2006, bon nombre de fonds, aussi bien européens qu'américains, avaient conscience de ce qui allait arriver. Et s'attendaient. Vous savez, quand vous avez des effets de levier, un effet de levier, en gros, vous avez un certain montant d'argent et vous le faites par des mécanismes financiers un peu compliqués, mais qui au final se résument à une seule chose, c'est vous permettre d'avoir $1 et d'en faire 10, alors que la seule valeur qui existe réellement, c'est ce $-là, et donner l'impression, l'illusion que vous avez ces 10. Et quand un système s'emballe et qu'on arrive à créer de la dette à ces niveaux-là, automatiquement, il y a blocage. La dette, la crise des subprimes, qui s'est transformée par la suite en crise de dette souveraine parce que les États sont venus récupérer la dette du privé, était quelque chose qui était attendu. Concernant l'Algérie, j'avais écrit un article à cette époque-là qui s'appelait « La guerre des mondes ». En gros, qui expliquait que le monde faisait face à deux types de politiques face à cette crise. D'un côté, soit rentrer dans l'austérité et donc diminuer, faire une coupe budgétaire, donc réduire la croissance du PIB de ces économies-là, donc créer la problématique, à savoir peu de croissance, remboursement de la dette qui serait au ralenti, donc ça prendrait une crise qui prendrait beaucoup plus de temps, ou au contraire, arriver dans une politique qui serait tout simplement la politique de la planche à billets, donc en gros créer de l'inflation afin de pouvoir avoir le système public, l'État, qui prendrait le relais du privé pour pouvoir en gros faire continuer à tourner la machine. Nous avions ces deux choses. Et j'avais dit à cette époque, dans les journaux algériens notamment, que vous savez, des économies comme les États-Unis ou comme l'Europe, ou même l'Asie, n'y réfléchiront pas 2 fois pour dilapider 10 fois, voire 100 fois des économies comme l'Algérie. Et que l'Algérie, totalement dépendante de ses importations et de ses exportations, exporte en dollars, importe en euros principalement, allait inéluctablement être impactée par cette crise. Écoutez, c'est une équation d'enfant. Donc, autrement dit, on ne peut pas dire éternellement on n'est pas touché par la crise. Mais bien sûr que non. C'est même pas de l'intelligence, c'est 1 + 1 = 2. Vous savez, Djoudi, le ministre des Finances, M. Djoudi, a déclaré il y a quelques semaines qu'il avait peur que la crise allait impacter l'Algérie. Vous savez, j'ai écrit un article, j'avais donné une interview au journal El Watan, exactement le 22 août 2011, concernant la crise. Et j'avais expliqué que la crise allait toucher l'Algérie et qu'aujourd'hui l'Algérie, que cette crise-là était une opportunité pour notre pays, pour pouvoir récupérer au moins 20 ans de retard technologique par rapport à nos pays voisins et par rapport à la rive nord de la Méditerranée, et qu'on devait aujourd'hui prendre des dispositions pour pouvoir importer ce savoir-faire. Il n'a jamais été aussi facile d'acheter de la technologie qu'aujourd'hui. Les brevets sont moins cadenassés. Les économies étrangères qui sont asphyxiées ont besoin de cash, donc ont besoin de pays full cash comme l'Algérie pour pouvoir continuer à survivre. Donc c'est l'opportunité à saisir en ce moment. C'était une opportunité à saisir. J'avais dit à cette époque-là que l'idée d'un fonds souverain
pas un fonds souverain sans vision, un fonds souverain avec une réelle vision de développement économique. On en revient toujours à cette question, savoir où allons-nous ? Qu'est-ce que l'Algérie fera dans 10, 15, 20 ans ? Où allons-nous amener l'économie algérienne ? Quel secteur devons-nous mettre en priorité ? Quels seraient les targets en termes d'emploi, de développement économique ? L'impact écologique, réaménagement du territoire. Quelles seraient les technologies de pointe que l'Algérie pourrait s'accaparer pour pouvoir demain être un leader non seulement en Europe, mais en même temps en Afrique. J'avais écrit ça, et quand la journaliste d'El Watan m'a appelé suite à l'intervention du ministre Djoudi, je lui ai dit, écoutez, je vous avais donné une interview il y a près d'un an. Je lui ai dit, on va faire un jeu. Regardons ce qui s'est passé sur les marchés actions entre le jour où je vous ai donné cette interview et aujourd'hui. Écoutez, c'est très simple. Je lui ai envoyé un graphique de l'indice boursier américain, le S&P, 500 plus grosses cotations boursières aux États-Unis. Entre le jour où j'avais donné cette interview et le jour où je lui redonnais une interview, l'indice avait pris plus de 26%. L'indice DAX, donc l'indice allemand, avait pris près de 38%. Il n'y a pas photo. Aujourd'hui, l'Algérie est en train de louper une superbe opportunité pour pouvoir devenir une superpuissance économique. Et malheureusement, soit on décide de prendre un virage à 180 degrés et réellement prendre de bonnes décisions pour pouvoir le faire, soit on sera dépassé dans les deux. Donc vous dites carrément il faut profiter de cette crise qui touche l'Occident, l'Europe de plein fouet pour finalement bien se positionner. C'est un peu cela. Salah Moubi, vous êtes du même avis ? Enfin, moi je nuance un peu ce que vient de dire Ben Kouza. Je comprends parfaitement qu'il puisse tenir ce raisonnement. Il est à la City de Londres. Mais vu d'Algérie, les choses sont quand même un peu plus compliquées que cela. Premièrement, je suis d'accord avec vous pour dire qu'une crise touche tous les pays du monde, et notamment une crise mondiale. Et on a organisé des débats autour de ce thème, ici même, et on avait dit que cette crise touchera profondément l'Algérie. Pas simplement à travers les flux commerciaux. On vend en dollars et on achète en euros à hauteur de 60% à peu près. Maintenant, comment utiliser cet argent ? Alors là, monsieur Bekousset, je suis un peu plus prudent que vous. Je connais le système. Un fonds souverain, oui. Mais l'Algérie, ce n'est pas une grande puissance financière. Nous avons un niveau de réserve de change de 200 milliards de dollars. Ça représente à peu près 4 années d'importation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour qu'il y ait un impact positif sur notre économie, n'est-ce pas, sur des actions à l'extérieur, je suis d'accord avec vous, il faut les cibler. Il ne faut pas faire n'importe quoi. L'Algérie, ce n'est pas l'Arabie Saoudite ou le Qatar qui peut se permettre de perdre 300 milliards, 400 milliards de dollars. Nous, on perd 20 milliards de dollars, c'est une catastrophe. Donc il faut les cibler, il faut avoir une expertise, et il faut avoir une économie qui puisse profiter de nos investissements à l'étranger. Parce que, bien sûr, il y a des opportunités à saisir, il y a de la technologie à saisir, mais selon nos capacités économiques. Quelle économie avons-nous en Algérie ? Vous savez, ça c'est un débat. Nous, l'Algérie actuellement a besoin de construire une économie. Bien sûr, il faut profiter de toutes les opportunités. Très bien. Alors, vous voulez répondre rapidement ? Oui, bien sûr. Kamal Benkoussa, avant de donner la parole à Louis Adrissé Hamadouche. Allez-y. Je peux vous répondre très rapidement. Je comprends très bien l'aversion au risque, la peur de s'engager. Vous savez, si vous faites un fonds de 10 milliards de dollars ou de 15 milliards de dollars, ou même de 20 milliards de dollars, c'est un fonds qui a une taille suffisante pour enclencher un processus de réforme à l'intérieur du pays. Non seulement c'est une image... Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Non, ça c'est autre chose. Non seulement c'est un signal fort que vous envoyez à l'opinion internationale, disons que l'Algérie se dote d'un fonds souverain, donc d'une vision. De plus... Donc apparemment c'est la notion de fonds souverain sur laquelle vous n'êtes pas très d'accord. Non, mais rappelons, vous avez redéfini les choses autrement. Rappelons qu'un fonds souverain est un fonds qui appartient à l'État d'Algérie.
Ce n'est pas un hedge fund, ce n'est pas un fonds spéculatif. C'est un fonds dont les actifs reviendront à l'État algérien. Donc vous avez plusieurs types de fonds souverains, soit totalement dépendants du ministère des Finances, soit dépendants de la Banque centrale, soit ayant une certaine indépendance, mais tout en ayant à l'intérieur même de l'organisation du fonds souverain des membres du gouvernement ou des spécialistes de la finance qui seraient là pour pouvoir suivre les investissements du fonds souverain. Et là, j'en terminerai là-dessus. Je vous laisserai la parole. Vous savez que le fonds souverain koweïtien qui a été créé en 1953, en 2007, les dividendes créés par ce fonds, générés par les investissements faits par ce fonds souverain, représentaient 40% des revenus d'hydrocarbures du pays. 40% du revenu d'hydrocarbures. Oui, Adrissat Hamadouche, vous voulez rebondir sur quoi? Oui, sur juste 2 petits points. Par rapport au discours selon lequel l'économie algérienne ne sera pas touchée par la crise mondiale. Je ne suis pas du tout spécialiste des questions économiques, mais pour moi, ce simple discours non seulement il ne fait pas sens, mais il provoque chez moi des réactions quasi épidermiques, parce que si on dit ça, ça veut dire qu'on ne fait pas partie de l'économie mondiale. Et c'est plutôt gravissime pour l'Algérie et pour une économie. Et deuxième élément, je crois que à mon avis, l'un des problèmes clés, pourquoi il n'y a pas de fonds souverains, pourquoi il n'y a pas de vision, pourquoi on ne prend pas de risques, parce qu'il faut bien prendre des risques, je crois, il faut quand même prendre des risques, c'est que pour le moment, on gère avec ce que l'on a, c'est-à-dire que la rente pétrolière est la richesse sur laquelle l'Algérie tient pour le moment, et tant que cette rente pétrolière existera, on ne prendra pas de risque à long terme. Et finalement, la crise qui est censée constituer une opportunité, elle viendra peut-être le jour où le prix du baril chutera au point qu'on doive absolument, impérativement, compter sur autre chose que sur la rente. Shamseddine Chitour. Oui, alors il faut que je revienne de très loin parce que plusieurs questions ont été posées là-dessus. Je voudrais d'abord expliquer comment nous, ici en Algérie, on voit le problème de la crise internationale. D'une certaine façon, je crois que la crise, évidemment, elle touche que les pays, les pays qui sont faibles, qui sont économiquement faibles. Vous avez pas parlé de la Grèce, vous avez parlé du Portugal et autres. Ça a démarré effectivement avec les subprimes aux États-Unis, mais ça a touché de proche en proche tous les pays et d'une certaine façon, on mutualise en fait les dettes, mais on privatise, les bénéfices. C'est ce qui se passe un peu en Europe, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le grand prix Nobel Stiglitz qui disait ça. Et donc, d'une certaine façon, c'est les petits, les faibles qui payent. Et c'est ce que nous voyons un peu en Europe avec tout le cortège de tout ce qui est chômage, tout ce qui est chômeur et autres. Bon. En Algérie, le problème est plus complexe. Nous avons une économie pantouflarde. Alors là, vous trouvez vraiment un terme... Pantouflarde, c'est-à-dire je m'attendais à tout, oui, mais alors là, à tout sauf à ça, professeur. Une économie pantouflarde, on ne veut pas prendre de risques. On vit au jour le jour. Et ça, c'est très grave. Parce qu'on n'a pas de vision, encore une fois, une vision d'avenir. Pourquoi avoir mis 200 milliards dans les fonds spéciaux, dans les fonds américains? Les fonds de pension américains. Bon, pourquoi? De quel droit? On est en train d'hypothéquer l'avenir des générations futures. Pourquoi avoir sorti plus de pétrole qu'il n'en fallait? Pourquoi avoir sorti plus de gaz naturel? En clair, un baril de pétrole à $100 maintenant, dans 10 ans, on va faire $300. Il est mieux valu le laisser dans le sous-sol. C'est pas en gagnant les 2% des banques américaines, ils s'effritent là-bas. Notre meilleure banque, ce que je dis toujours aux élèves, notre meilleure banque, c'est notre sous-sol. C'est là où on a la possibilité de sortir et de ne pas hypothéquer l'avenir des générations futures. En clair, quand le prix du baril baisse, les Algériens se tiennent le ventre. Ils ont une vague illusion à savoir qu'il va y avoir des problèmes. Le ministre des Finances en a parlé il y a quelque temps de ça. Si le prix du baril baisse au-delà de $100, nous allons avoir des problèmes. En clair, notre loi des finances, il faut bien le dire, que dans l'Algérie est indépendante 50 ans après,
elle est indexée sur le prix d'un baril erratique. C'est-à-dire le bon vouloir des pays de l'OPEP, pas les petits, les grands. Quand je dis les grands, je parle de l'Arabie Saoudite. Je parle des pays du Golfe, qui sur instruction éventuellement peuvent augmenter ou diminuer. Actuellement, par exemple, l'Arabie Saoudite est en train de couler l'Iran, sur instruction. Elle est en train de couler, donc elle prend la part de l'Iran, puisque l'Iran actuellement, il y a ce qu'on appelle un embargo. Même chose, l'Irak dit, je continue à faire partie de l'OPEP, mais laissez-moi faire ce que je veux. Il inonde le marché. L'OPEP a eu toutes les peines du monde à maintenir ces 30 millions de barils jour, il y a à peine une semaine de cela. Et on se tient le ventre. Comment voulez-vous qu'un pays ait une vision d'avenir s'il n'est pas sûr d'avoir des entrées comme il faut? Mais à côté de ça, on donne l'illusion à l'Algérien qu'il est arrivé, qu'il peut consommer, qu'il a la mentalité d'un pays européen. C'est pas vrai. On a acheté pour 5 milliards de dollars de voitures. Pourquoi? 5 milliards de dollars. 500 000 voitures. Et de l'autre côté, on nous fait miroiter 25 000 voitures avec Renault. Ça représente 4%. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Il faut qu'on nous explique où est-ce qu'on va. Renault qui nous vend chaque année 'J'allais en parler, professeur Chitour. 110 000 voitures. Respectez, s'il vous plaît, le plan de l'émission. Eh ben oui, le plan de l'émission. Eh ben oui, vous êtes très difficile à cerner. Eh ben oui, mais enfin, le problème, c'est de votre faute, vous m'avez laissé parler. On va parler de Renault, à C'est l'occasion ça de le la vrai visite problème. Hollande. Il y a pas de le souci, problème, dans un le problème petit de la moment. finance proprement dit. Je reviens au risque d'être redondant. Je termine par cette phrase. Tant que nous n'aurons pas une vision d'avenir, qu'on se mette autour d'une table, qu'on voit ce qu'on a dans nos poches, qu'on a une vision du développement durable, rien de pérenne ne pourra se faire dans ce pays. D'accord. Alors, puisqu'on parle d'économie, il y a cette question de l'énergie. Je sais que vous êtes demandeur, professeur Chitour, puisque c'est un peu votre dada, votre domaine de prédilection. Alors, dans le chapitre énergie, qui détient comme à chaque fois la part du lion dès qu'on parle d'économie en Algérie, on assiste à un véritable bouleversement de la donne énergétique mondiale avec la découverte des gaz de schiste. Pour ces gaz non conventionnels, l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, dans son rapport 2011, estime les réserves algériennes à 6500 milliards de mètres cubes gazeux, loin des USA, arrivant ainsi à la 8e position. On n'est pas donc les seuls sur le marché, ils sont nombreux les concurrents. C'est apparemment clair sur l'exploitation aux États-Unis des gaz de schiste, pas tout à fait dans certains pays européens comme la France. En Algérie, le débat fait beaucoup de bruit et finalement, le gouvernement a décidé d'un report jusqu'en 2040. Alors, sur ce débat concernant l'exploitation des gaz de schiste, trop polluants, trop coûteux en matière notamment d'utilisation d'eau. Professeur Chitour, est-ce que ce débat a lieu d'être en Algérie ou pas? Bon, je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Simplement pour nuancer, nous aurions, entre guillemets, parce que c'est près de 7 000 milliards de mètres cubes. Il n'y a pas pire exploitation à l'heure actuelle que celle du gaz de schiste. En fait, pour être terre à terre, on bousille l'environnement. Il nous faut d'énormes quantités d'eau. Il faut savoir qu'il faut 15 000 mètres cubes par puits. Comme c'est un forage à la fois vertical et horizontal, vous êtes obligé d'aller chercher les molécules de gaz. Or, pour aller les chercher, il faut des puits. La proximité des puits fait que dans chaque puits, il faut 15 000 mètres cubes. Et chaque puits doit être fracturé au moins une dizaine ou une quinzaine de fois. Chaque fois, vous devez injecter 15 000 mètres cubes d'eau potable, avec près de 600 produits chimiques, dont une grande partie sont cancérigènes, Et vont sont tomber dans la dangereux. nappe phréatique et finalement, il y aura Sont toutes les dangereux. conséquences écologiques. Et j'ajoute que quand vous forez, c'est très loin, c'est à 3000 mètres de profondeur. On donne l'illusion que la sémentation est bonne. Aux États-Unis, au Canada, ils viennent d'arrêter 11 puits sur 31. Pourquoi? Parce qu'il y a des fuites. Et la fuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre nappe phréatique va être polluée. Ça, c'est archi connu. La technologie n'est pas encore mature. Mieux encore, le gaz naturel, vous pouvez le retrouver au robinet. Il y a eu même un film où on montre quelqu'un en train d'ouvrir un robinet et il y avait une flamme. Bon, ça a explosé. Alors la décision finalement de reporter à 2040, vous pensez que c'est sage? Alors bon, j'ajoute qu'il y a aussi des produits radioactifs très dangereux. Donc,
Dire que le Sahara, il n'y a pas de problème, il n'y a pas photo, il n'y a pas de vie, c'est pas vrai. Il y a un écosystème au Sahara, on ne peut pas le bousiller comme ça du jour au lendemain. Bref, il y a énormément de contraintes. Ce que je dis, moi, je dis que c'est une technologie qui n'est pas mature. En France, ils ont arrêté. Et je viens de m'apercevoir, il y a à peine 3 jours de cela, on nous dit, dans une conversation de M. Fabius, Le ministre des Affaires étrangères français. avec des journalistes, nous allons forer en Algérie pour le gaz de schiste. Donc ce qui a été interdit en France Ils le font ici. va l'être ici. C'est les Amis de la Terre, c'est une organisation qui dit, bah, écoutez, c'est quand même pas normal que le colonialisme qui a commencé avec les bombes atomiques au Sahara puisse être perpétué avec les gaz de schiste. Donc vous pensez que c'est sage de reculer jusqu'à 2040 en attendant le progrès éventuellement? Le progrès, si jamais il y a progrès je pense qu'il faut y aller. Mais attendons Pas que tout de la suite. technologie soit mature. Kamal Benkoussa, sur cette question d'exploitation des gaz de schiste. Je pense qu'on se doit de se poser la question du programme de Sonalgaz sur les 5 prochaines années qui voudrait, avec Sonatrach, sur les 5 prochaines années, faire 9 centrales, 5 centrales de 9 c'est Sonalgaz, Sonalgaz de 5 centrales de 9 gigawatts pour pouvoir subvenir aux besoins de la demande d'électricité en Algérie. Qui consomme... problème, ça. 9 gigawatts 9000 gigawatts 9 gigawatts. 9000 mégawatts, je veux dire. Ouais. Je relate simplement D'accord. l'avis d'experts que j'ai consultés et qui m'ont expliqué que ces 9 gigawatts d'électricité, pour pouvoir subvenir à la demande nationale, ferait que l'Algérie, dans 5 ans, n'exportera plus son gaz, pour pouvoir subvenir à la production d'électricité. Alors la question qui se pose, moi je ne suis pas un expert de l'électricité, ni du gaz, ni de l'énergie, mais j'écoute. Et Faut que je le rassure. je pense qu'il est important de se poser la question, quelle est la stratégie à mettre en place en termes énergétiques pour pouvoir non seulement accompagner cette évolution démographique en Algérie, technologique, et en même temps pouvoir assurer un respect écologique et de nos concitoyens. Donc, vous parlez des 1% de produits chimiques qui seraient injectés dans l'eau, qui devraient être retraités. Alors peut-être que là, nos députés devraient peut-être voter des lois qui forceraient ces compagnies d'extraction à retraiter l'eau qui serait contaminée. Alors vous parlez d'uranium, d'autres parlent d'autres produits, mais il y a réellement une volonté, il y a la nécessité d'avoir le politique impliqué dans ce débat, dans l'intérêt du concitoyen. D'accord, je prends la déclaration, ou plutôt l'analyse de Salah Moubi, puis je vous laisse la possibilité de rassurer notre ami Benkoussa. Oui, Non, écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec le professeur Chitour sur les dégâts que provoquerait l'exploitation du gaz de schiste. Et j'étais persuadé, d'ailleurs j'en parlais avec Louisa tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est une décision qui nous vient de l'extérieur. Sous la pression des compagnies pétrolières étrangères ou même des puissances étrangères. Puisque M. Fabius, ministre d'un État souverain, s'immisce dans les affaires intérieures d'un pays souverain comme l'Algérie. Bon, bref, passons. Mais enfin, on se pose des questions quand même. D'abord, il n'y a pas eu de débat. Je suis désolé. Il devait y avoir le débat au niveau de l'Assemblée nationale, ça n'a pas été le cas. Il n'y a ni débat, ni information. Il n'y a rien du tout. Mais le gouvernement a tranché. C'est le blackout total. Pour le moment, le gouvernement a tranché. Le gouvernement, comme toujours, tranche en catimini. On ne mène pas une politique de cette nature. De l'autre côté, il n'y a pas de débat, il y a absence de débat. Exactement. Alors que de l'autre côté, là, un ministre des Affaires étrangères d'un pays souverain, on parle avec aisance. Bon, bref. Mais on se pose des questions. Premièrement, on a l'impression que c'est un pays, une fois de plus, dans le domaine de l'énergie, il n'y a pas de vision. Nous n'avons pas une politique énergétique. Mais enfin, que faisons-nous de l'économie verte, par exemple? Que faisons-nous de l'énergie solaire? Hein, M. Gito, vous êtes... Il n'y a rien. On discute, on fait des études, et puis on s'arrête. Concrètement, il y a sur le terrain. Il n'y a rien. Concrètement, il n'y a absolument rien. Et par ailleurs, attends, il faut évoquer une question. On nous dit que l'Algérie est avant tout un pays gazier et non pas un pays pétrolier. Si nous sommes un pays gazier, commençons d'abord par exploiter de manière rationnelle nos réserves de gaz avant de passer au gaz de schiste. Qui aura je m'excuse Ahmed, qui aura des conséquences catastrophiques
sur l'avenir de ce pays. Parce que toutes les nappes du Sahara vont être contaminées, alors inutile de penser au développement, par exemple, de l'agriculture dans le sud du pays. Alors, professeur Chitour, rassurez-nous. Alors, je vais vous rassurer. D'abord, pour répondre à ce que disait le collègue, les réserves restantes en gaz naturel seraient de l'ordre de 2000 milliards de mètres cubes. Bon an, mal an, nous consommons l'équivalent à peu près de 15 milliards de mètres cubes. Nos centrales. La consommation intérieure. Consommation intérieure. Nous exportons l'équivalent de 70 milliards. Bref, si on continue à ce rythme, nous aurons facilement les 100 milliards de mètres cubes par an. 2000 divisé par 100, ça fait une vingtaine d'années. En clair, dans une vingtaine d'années, la donne énergétique en Algérie va changer à ce rythme de consommation, c'est-à-dire sans vision. C'est celui du pompage frénétique, sans vision du futur. Ce que je propose, et ce que j'ai toujours proposé même dans les cours que je fais à l'étranger, à l'instar de ce qui se passe ailleurs dans les pays respectueux des gens où il y a des débats. Je pense par exemple au Grenelle de l'environnement. Ici, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat sur le gaz de schiste. Il a fallu qu'une journaliste de l'AFP vienne m'interviewer pour qu'il y ait... La PS n'a pas voulu. C'est l'AFP qui a repris ma déclaration pour dire, écoutez, nous sommes un pays souverain, nous devons nous mettre autour d'une table et proposer une alternative à ce pays. Quelle est l'Algérie de 2030? Nous serons 45 millions d'habitants. Nous consommons 1000 kWh par habitant et par an. Est-ce que nous allons continuer comme ça? Est-ce que nous allons aller à 2000, 2500? Qu'est-ce qu'il nous faut mettre en place? D'où viennent les 9 gigawatts? C'est ça la stratégie. Et à partir de la stratégie, on arrive à ce qu'on appelle un bouquet énergétique. Il y aura du gaz naturel. Un mixte. Il y aura des énergies renouvelables, du solaire, de l'éolien, la biomasse. Et il y aura, par-dessus tout, le plus grand gisement, ce qu'on appelle les économies d'énergie. Est-ce que c'est normal que dans un pays où nous dépensons plus qu'il n'en faut, le gisement d'énergie est utilisé à tort et de l'ordre de 30%? En clair, nous pouvons faire durer nos réserves plus longtemps. Mais pour cela, il faut avoir une stratégie, un modèle, ce qu'on appelle les modèles de consommation. Et pour ça le moment, existe en Europe. Tout à fait. Ça existe en Europe. Le modèle Marcal est très connu. Les Tunisiens ont un modèle Marcal. Les Marocains ont un modèle Marcal. Par exemple, je connais la méthode des Marocains pour arriver à 2030. 42% en énergie renouvelable, 14% d'éolien, 14% de solaire et 14% d'hydraulique. C'est clair, défini. C'est clair, c'est net. Et il y a une vision. Nous, ici, c'est la Relésienne, on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il faut dire honnêtement, et je le dis publiquement, l'université est tenue soigneusement à l'écart. On pense que parce qu'on est dans la décision, on a la science infuse. Non, on n'a pas la science infuse. Nous devons consulter. Nous devons prendre l'avis. À partir du moment où vous mettez en place une stratégie, la population, le peuple, le citoyen se sont concernés. Et à partir de ce moment, il adhère. Et s'il adhère, il applique. Parce qu'il est partie prenante. Il y a des débats. À partir de ce moment-là, je donne un exemple très simple. Très simple. Nous avons un ministère du commerce. On importe n'importe quoi en termes de voitures. Il y a 25 marques de voitures différentes. Il y a même des marques inconnues qu'on ne connaît pas. Les voitures à 160 grammes de CO2 par kilomètre sont interdites en Europe. Et chez nous, ce n'est pas le cas. Elles font Flores ici. C'est ici qu'elles sont. Parce que c'est les moins chères. Pourquoi? Parce qu'en Europe, la norme est 120 grammes de CO2 par kilomètre. Très bien. Mais pas seulement. Je dis par exemple, nous avons du gaz naturel. Pourquoi ne pas faire, avec le Renault, avec tous les constructeurs, faire ce qu'on appelle la double carburation? Alors, vous insistez, on y arrive justement à la marque aux losanges. On va passer à l'international. On a déjà consommé une heure pour votre gouverne. On va passer à l'international. Mais avant de passer concrètement à l'international, on fait une petite transition par le président français qui était il y a 3-4 jours ici à Alger pour une visite officielle. Donc, apparemment, c'est le tout premier président du G8 à effectuer une visite officielle dans un pays arabe depuis ce qu'on appelle le fameux printemps arabe. Alors,
Première, je vous le disais, depuis son arrivée au pouvoir en mai dernier. Hollande était à Alger la semaine dernière. Visite officielle à l'invitation de son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika. Une forte délégation l'a accompagné. 9 ministres, 35 chefs d'entreprise, une douzaine de responsables politiques, des artistes et des personnalités connues, en plus des journalistes au nombre de 120, tous médias confondus. 48 heures durant lesquelles il a animé 2 conférences de presse à Alger et à Tlemcen, puis un discours devant le Parlement. Les 2 chambres, députés et sénateurs, étaient réunis au Palais des Nations. Alors, il y a cette question de Renault, effectivement, un point essentiel de cette visite, puisque apparemment c'est le seul projet concret que Hollande ramène dans ses valises. Et puis, il y a le deuxième point concernant l'histoire, et on voyait le ministre des Moudjahidines à l'instant, sur cette question de la repentance. Il n'en a pas été question, comme ses prédécesseurs, et apparemment ça ne va pas être le cas de sitôt. Est-ce que vous êtes du même avis, l'aspect bilatéral et économique commercial avec Renault, mais aussi le fait que la France ne souhaite toujours pas faire acte de repentance? Est-ce que, à votre avis, c'est les 2 points essentiels de cette visite, ou il y a d'autres points qui vous ont intéressé, qui ont retenu votre attention? On fera un rapide tour de table sur cette question. Louise Adissette Hamadouche? Je suis, je dois l'avouer, assez circonspecte par rapport à cette visite qui a été, bon, c'est une visite d'État, donc elle a été suivie par tous les, dans la forme, par toutes les formes de protocoles possibles et imaginables. Ce qui me rend en fait circonspect, c'est 2 points. Premièrement, jusqu'à preuve du contraire, les partis, dont le FLN bien entendu, qui est au centre du pouvoir politique, comme on l'a dit et redit depuis le début de l'émission, étaient demandeurs de repentance. Et puis, juste au moment où le président Hollande arrivait, le discours officiel, c'était « on ne demande pas de repentance ». Et donc, ce qui a été obtenu dans le discours de Hollande, c'était effectivement une reconnaissance des crimes, enfin des du torts, passé colonial. Du passé colonial. Et contrairement à ce que j'ai pu entendre ici ou là, ce n'est pas réellement un discours nouveau. Chirac l'a fait avant lui, Sarkozy l'a fait avant lui. La différence, à mon sens en tout cas, c'est une différence de style et non pas de contenu. Même si il y a effectivement eu la reconnaissance des massacres d'octobre un peu avant, ce qui a donné lieu à d'autres il n'était pas encore président. À d'autres compromis. Il venait d'être élu au Parti socialiste pour justement se présenter aux élections. Absolument. Donc effectivement, pour moi, l'aspect politique et notamment mémoriel des relations entre l'Algérie et la France est très très confus dans la mesure où j'ai le sentiment que de part et d'autre, il y a instrumentalisation politicienne de l'enjeu mémoriel en Algérie et en France. Et j'ai le sentiment que finalement, si la France reconnaissait ou faisait acte de repentance, les premiers à perdre un certain atout ou certaines cartes en Algérie, ce seraient précisément ceux qui la réclament. Quant à l'aspect économique, je suis là aussi, je me pose tout un tas de questions. Le professeur Chito avait commencé à en parler par rapport à Renault et on en parlait effectivement avant l'émission. Je me pose des questions. Je ne comprends pas pourquoi l'installation de l'usine Renault était au centre d'autant de requêtes et de revendications de la part de l'Algérie, sachant que d'autres constructeurs automobiles étaient prêts à investir en Algérie. Donc pourquoi avoir focalisé autant sur Renault? Et pourquoi finalement, maintenant que le contrat a été signé, l'avoir fait dans les conditions dans lesquelles il a été fait? Et des articles ont été publiés en comparant les conditions d'installation de l'usine Renault en Algérie par rapport à celles du Maroc. Oui. Ma foi, je ne suis pas du tout spécialiste, mais la différence saute aux yeux. Les coûts de l'installation en Algérie sont 4 fois supérieurs à ceux du Maroc, pour une production qui sera moindre. Les emplois directs, ce sera 10 fois moins en Algérie qu'au Maroc. Donc je me pose effectivement énormément de questions en me disant, plus 3 ans d'exclusivité, pour une production d'automobiles qui ne concernera que la consommation algérienne, puisque cette production ne sera pas exportée, je me pose réellement des questions en me disant qu'est-ce que l'Algérie y gagne. Alors, professeur Chito, c'est les voitures qui vous intéressent ou plutôt l'histoire? En fait, les deux. Les deux. J'allais deviner aussi. Les deux. En fait, je crois que pouvoir dire que la connotation de François Hollande n'est pas celle de François Mitterrand. En règle générale, les Algériens se méfient des socialistes. C'est une règle. Nous préférons les gens de droite, au moins c'est net avec eux.
Et ils ne nous aiment pas et nous le leur rendons bien. Bien. Avec les socialistes, c'est toujours, si vous voulez, c'est toujours flou, c'est toujours mou. Bon, l'avantage de François Hollande, c'est qu'il n'a pas, en quelque sorte, les 200 fusillés, les 200 morts, les 200 guillotinés sur la conscience, comme son prédécesseur, François Mitterrand, qui, en tant que ministre de l'Intérieur, n'a pas voulu et qu'il y ait de grâce. Il ne l'a même pas présenté au président de l'époque. Bien. Et il découvre après, une fois qu'il a pris le pouvoir, que la peine de mort, c'est pas possible, c'est pas compatible avec les droits de l'homme. C'était compatible 30 ans auparavant. Bon. Cette parenthèse étant fermée, je pense qu'avec François Hollande, qui aime bien le mot, j'ai fait une petite contribution des mots, je l'ai appelé les mots justes, pour essayer en quelque sorte d'amoindrir les 132 ans de mots. Les autres mots. MAX. Oui, les mots, les autres. Et j'avais dit que globalement, en fait, c'est le discours qui a changé. Mais le fond rocheux est toujours le même. Le fond rocheux, c'est-à-dire la vision qu'a la France de l'Algérie. Elle n'a pas encore, et c'est dommage, cette vision d'un partenaire d'égal à égal. Nous avons encore la mentalité ici du colonisé et de l'autre côté du colonisateur. Donc à des degrés divers, nous trompons en quelque sorte le peuple. Et j'ajoute simplement une phrase. Les jeunes actuellement, ils sont à des années-lumière de ce débat. Ils ne veulent pas regarder dans le rétroviseur. Évidemment, il y a les gardiens du temple qui vous disent attention et attention, mais c'est un fonds de commerce. C'est vrai qu'il y a une histoire. Il ne faut pas tourner la page, elle est ce qu'elle est. Mais nous sommes au XXIe siècle. Les défis sont tout autres. Si nous voulons vraiment montrer que nous sommes à la hauteur, il faut remettre ce peuple au travail. Voilà. D'accord. Kamal Benkoussa. Abraham Lincoln disait « Je ne sais pas qui était mon grand-père, mais je m'inquiète de ce que son petit-fils deviendra. » Je pense que ces 50 ans d'indépendance que nous avons fêtés cette année ont fait plus de dégâts au peuple algérien que ce que la France a pu faire. Et pourtant, nous avons tous perdu ici des membres de notre famille, nous avons payé le sacrifice. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est la position de l'Algérie vis-à-vis des autres nations. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui est encore dépendant des autres nations. Nous n'avons pas conquis cette indépendance économique. Nous accueillons des entreprises étrangères comme si on leur offrait un territoire sur lequel ils pouvaient faire le plus grand nombre de marges possible, alors qu'on asphyxie une grande partie des entreprises créatrices de richesses, notamment privées en Algérie. Donc aujourd'hui, on est dans une folie pure et simple. Par envie ou par démagogie politique, on accueille des grandes puissances étrangères qui sont aujourd'hui à genoux du fait de la crise, rappelons-le. Et là, je ferai une petite parenthèse par rapport à la crise. C'est un jeu qu'on avait lancé avec un de mes collègues américains qui est assez révélateur. La dette actuellement du Japon, alors je vais vous la donner, c'est un quadrimillion. Si vous mettez à compter ce chiffre en ayant une seconde d'espace entre 1, 2, 3, chaque chiffre compté, ça vous prendrait en temps pour pouvoir compter ce chiffre 31 688 087 années, 297 jours, 7 heures 47 minutes. Vous avez fait le calcul quand même. Qui a été fait, ouais. Ce qui veut dire en fin de compte... Vous avez resté combien de temps pour faire ce calcul? C'était fait par informatique, mais pour vous dire un peu l'état actuel de ces grandes puissances. Et aujourd'hui, l'Algérie, qui est un pays qui est en surliquidité, qui a la capacité de pouvoir avoir un taux de croissance à 2 chiffres, accepte ou se rabaisse, si je puis me permettre, entre guillemets, de négocier de façon piètre des contrats tels que celui de Renault, comme vous l'avez dit, juste pour intérêt politique, alors que la richesse existe chez nous, nous avons la compétence, comme vous l'avez dit, et surtout, nous avons ce patriotisme algérien de nos chefs d'entreprise privés qui aujourd'hui suffoquent du fait d'une réglementation qui les astreint. Alors, on met un tapis rouge à l'étranger pour pouvoir venir parce qu'il est étranger, et là on revient sur la notion d'esprit
colonisé. Mais je vous dirais honnêtement, moi qui passe une grande partie de mon temps à l'étranger, qui aujourd'hui vient très très souvent en Algérie, je n'ai pas le sentiment d'être colonisé. Parce qu'il arrive à un moment dans son histoire, dès lors qu'on atteint un niveau de compétence ou de connaissance, ou lorsque vous êtes avec un interlocuteur, et que vous travaillez vos dossiers, et que vous êtes à la pointe de la connaissance de la problématique de chaque dossier, et que vous savez que c'est une guerre économique dans laquelle vous vous lancez, vous dépassez tous les a priori, toutes les barrières. Et aujourd'hui, peut-être que c'est une leçon de morale à donner à ces politiques en montrant ici autour de ce plateau que des Algériens aujourd'hui se rebellent contre cette attitude politique de nos dirigeants quant à l'arrivée d'entreprises étrangères, comme si elles étaient salvatrices d'une croissance possible de l'Algérie, alors que la croissance est ici en Algérie avec nos entreprises privées qui sont capables de pouvoir faire passer l'Algérie du mode importateur à exportateur. J'aimerais vous écouter à propos de ce sujet, Salah Mohoubi, avant de passer à autre chose. Oui, écoutez, moi, sincèrement, je n'ai pas été très épaté par la visite de François Hollande en Algérie. Les conditions actuelles font que la France a un grand besoin, n'est-ce pas, de relancer son économie qui est dans un état critique, n'est-ce pas? Et à 800 km au sud de la Méditerranée se trouve un pays qui a des disponibilités financières qui pourraient y contribuer à la relance de cette économie moribonde. Je ne voudrais pas entrer dans les détails concernant Renault. Ils l'ont fait suffisamment. Donc. Oui, mais j'ajouterai simplement quelque chose. D'abord, je suis très surpris par le choix d'Oran. Ça me fait penser que cette usine Renault va être peut-être l'annexe de l'usine qui se trouve au Maroc, de l'autre côté de la frontière, pour une production de 35 000 voitures par an. 25 000 pour un début, 75 000 3 ans plus tard. 4% Voilà. du marché. Non, mais c'est du n'importe quoi. Je m'excuse. D'accord. Attendez, j'ai pas terminé. Oui. J'ai pas terminé. Et par ailleurs, on a occulté des sujets qui fâchent. Parce que il y a quand même des contentieux entre la France et l'Algérie. Bien sûr qu'il fallait réchauffer les relations après le passage de Nicolas Sarkozy, qui ont été malmenés. Et l'on comprend un peu, si vous voulez, les sentiments de la classe politique française dans son ensemble à l'égard de l'Algérie. Quand on en analyse bien le bras d'honneur de M. Gérard Longuet. Mais il y a des dossiers qui n'ont pas été abordés. Par exemple, le problème des archives, qui traîne depuis 1962. Le problème de la libre circulation des personnes. Écoutez, on accorde des visas sur la base de quotas. On décide d'accorder 50 000 visas aux Algériens, par exemple, par an. Je ne sais pas sur quelle base on a retenu ce chiffre, etc. Il y a beaucoup de sujets qui n'ont pas été abordés au cours de cette visite. Simplement, ce qu'il faut noter, c'est que, laissant le bénéfice du doute à François Hollande, qui apparemment est dans de meilleures dispositions que François Mitterrand, quand il a pris le pouvoir, parce qu'il n'a pas de passé colonial, et pas de sentiment ultranationaliste comme Nicolas Sarkozy. Pour revenir au problème de la repentance, l'Algérie ne demande pas de repentance. Nous ne demandons pas à une grande puissance de venir s'agenouiller et de nous demander pardon, mais de reconnaître ce qu'elle a fait en Algérie. C'est ça la différence. Alors, l'actualité internationale la plus brûlante cette fois et qui nous concerne en premier lieu, le Mali, c'est juste à nos portes, à nos frontières sud. Le pays est en proie à une crise politique et sécuritaire. Coup d'État d'abord, le 22 mars dernier, qui a entraîné le départ d'Amadou Toumani Touré, à un mois des élections présidentielles. De janvier à avril 2012, le MNLA, Mouvement National pour la Libération de l'Azawad, attaque les camps militaires maliens et les villes
villes situées dans les régions de Gao, Tombouctou et Kidal. Confusion totale qui a même conduit à l'enlèvement, malheureusement, de diplomates algériens dont on est toujours sans nouvelles. 1er avril 2012, la rébellion Touareg constituée du MNLA et du mouvement Ansar Dine contrôle les 3 régions situées au nord Mali. Et puis, c'est tout récent. Les deux mouvements se sont retrouvés le week-end dernier, samedi, à Alger, sous médiation algérienne. Ils se sont mis d'accord, ils se sont engagés à cesser les hostilités et à négocier avec les autorités maliennes. Cet accord de principe sur un cessez-le-feu est intervenu au surlendemain de l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution autorisant le déploiement par étapes et sous condition d'une force internationale pour reconquérir le nord Mali. Alors, le Mali, messieurs, dames, la crise n'a pas encore livré tous ses secrets. Louis Adli Saïd Hamadouche, comme vous êtes politologue et on va dire expert en relations internationales, aujourd'hui les choses se compliquent ou, à votre avis, avec l'accord d'Ansar Dine et du MNLA, on va aller vers le dénouement? Il n'est pas dit que nous allions vers le dénouement, mais je pense que, en fait, c'est ce qui va dénoter avec l'ensemble des débats. J'allais dire, pour une fois, j'ai le sentiment qu'on a de quoi se réjouir. Parce qu'en fait, ce que l'Algérie a obtenu, l'accord entre le MNLA et Ansar Dine, ainsi que la résolution qui vient d'être adoptée, par le Conseil de sécurité, ce sont, je crois, 2 victoires pour la diplomatie algérienne. Pourquoi? Parce que le MNLA et Ansar Dine n'étaient pas appelés à devenir des alliés objectifs, bien au contraire. Ce sont des rivaux tant idéologiques que politiques sur le terrain, et d'ailleurs ils étaient en guerre il n'y a pas si longtemps de cela encore. Premier élément. Deuxième élément, par rapport à la résolution du Conseil de sécurité, elle comprend un volet militaire, celui que vous venez de citer, en plus du déploiement d'une force internationale. La résolution exige également ou prône ou va dans le sens de la reconstruction de l'armée malienne, ce qui est très important et ce qui est une revendication importante de l'Algérie. Pourquoi? Parce que tout le cheminement de résolution, si on entre dans une situation de résolution, y compris par l'usage de la force, il faudra que ça se fasse avec l'armée malienne, plus les 2 mouvements que vous venez de citer, c'est-à-dire le MNLA et Ansar Dine. La révolution comprend également un volet politique qui est très important là aussi, et je crois que la patte algérienne est significative dans la mesure où elle exige du Mali que des élections générales soient tenues avant février 2013. Élections générales, ça signifie un nouveau président et un nouveau parlement. Pourquoi? Parce que le but en fait, c'est que le pouvoir politique à Bamako ait la légitimité nécessaire, la crédibilité nécessaire, l'influence nécessaire pour mener la guerre contre le terrorisme, en fait. Le but, c'est d'arriver à remonter le temps, entre guillemets, et à renationaliser le conflit malien qui est aujourd'hui au niveau international. Et ça, faut bien le dire, c'est grâce à la médiation algérienne que ça s'est fait. Par contre, je vais arrêter là mes compliments vis-à-vis de la diplomatie algérienne et je le répète, c'est très important ce qui vient de se passer, c'est très important. Je crois que la question est loin d'être résolue. Pourquoi? Parce qu'il va falloir convaincre, les populations que Ansar Dine n'est pas un mouvement terroriste et qu'il n'est qu'un mouvement islamiste et non pas terroriste, et que la distinction qui est d'ailleurs présente dans la résolution, la distinction avec l'AQMI et le Mujao, la résolution est claire sur ce point, et là aussi je crois que c'est l'influence de l'Algérie qui a été très importante. Or, les populations du Nord Mali aujourd'hui, une région où des châtiments corporels d'un autre temps sont appliqués. Il y a un enjeu, Louis Adli Saïd Hamadouche, et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Algériens qui ignorent cet enjeu qui se passe juste à côté de nous, de chez nous. C'est à nos frontières, même si Abdelmalek Sellel rassurait il y a une semaine sur France Télévisions en disant que nous avons sécurisé complètement nos frontières. Les Algériens du Nord, sans doute, mais les Algériens du Sud le savent parce qu'ils le vivent quotidiennement. Les flux de population entre le Mali et l'Algérie, ce sont des flux traditionnels qui existent depuis toujours et que aucune ceinture de sécurité ne pourra arrêter de toute façon. Et les populations du Sud le savent très bien et connaissent en premier chef l'implication et l'impact du conflit au Mali. Ceci étant, je crois que je ne sais pas si c'est tant la population algérienne qu'il faut
éduqués sur ce conflit que la population malienne. Parce que la solution prônée par l'Algérie, c'est-à-dire retarder au maximum l'option militaire jusqu'à ce que l'édifice politico-économique du Mali soit reconstruit, il faut convaincre les Maliens que c'est la bonne solution. Parce que si vous lisez les médias maliens, notamment ceux du Sud, vous verrez qu'un certain nombre de Maliens ne comprennent pas la position de l'Algérie. Pour eux, l'Algérie est en train de faire obstacle à une intervention étrangère qui leur permettra, de combattre les terroristes et de rétablir leur souveraineté territoriale. Absolument. Et donc je crois que la diplomatie algérienne doit faire un gros effort de communication. Au niveau de Bamako. Absolument. Et des populations, non seulement au niveau Bamako, pouvoir politique, mais également au niveau des populations, parce que c'est une guerre qui ne pourra pas être menée sans les populations. Alors, votre réaction rapide sur le Mali, professeur Chitour, éventuellement? Écoutez, je crois que Il faut être bref parce c'est qu'il reste pas beaucoup de notre temps. voisin immédiat à 1200 km. On ne peut pas être indifférent à ce qui se passe au Mali. Mais l'Algérie a raison de souligner que c'est un problème aussi humanitaire. Il y a un sérieux problème humanitaire. Il y a beaucoup de réfugiés maliens qui se qui sont trouvent en Algérie. aujourd'hui à Tamanrasset. Qui sont en Algérie. Mais il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a la CEDEAO. La CEDEAO, c'est-à-dire, elle est sous obédience française. Oui, la communauté Elle a poussé à la roue. Elle aurait voulu qu'il y ait l'intervention. Eh bien, pour une fois, je pense que je m'associe à ce que disait la collègue, la diplomatie algérienne a réussi à passer à travers les gouttes de pluie. C'est pas évident convaincre les Américains et freiner les Français parce qu'ils en veulent. Les Français veulent en découdre. D'ailleurs, c'est un des, oui, mais des objectifs de la je visite les de François comprends. Hollande. Je les comprends parce qu'il faut savoir derrière tout ça, il y a une dimension minière, il y a une dimension, j'allais dire, énergétique. Tout ceci, le Mali, c'est une future, j'allais dire, un futur Eldorado pour les sociétés françaises et autres. Très bien. Donc on ne peut pas le lâcher. Et il faut espérer, là, il faut brûler des cierges, qu'on n'ait pas un second Afghanistan. Parce que ça peut déraper à tout moment. À n'importe quel moment. Voilà. Alors, on reste avec nos voisins et là, je parle de la Tunisie et de la Libye en l'occurrence, plus globalement l'Égypte. Et vous évoquez ce qui est appelé le printemps arabe. Alors, la Tunisie d'abord, un printemps arabe qui s'est révélé par la suite plutôt un véritable hiver rude. Alors, les peuples tunisiens, libyens et égyptiens qui espéraient en effet beaucoup de ces révoltes ont vite déchanté. Ils ne voient pas le changement s'opérer. En Tunisie, le gouvernement vainqueur des élections d'octobre 2011 n'arrive pas à redresser l'économie. Il est en outre accusé de laisser faire les salafistes qui ont attaqué violemment l'ambassade américaine le 14 septembre dernier. Par ailleurs, les travaux de l'Assemblée constituante sont marqués par les nombreuses polémiques entre islamistes et laïcs, ce qui risquerait de compromettre la tenue des élections prévues en 2013, l'année prochaine. D'ailleurs, ce jeudi, le chef du gouvernement, Hamadi Djebali, a proposé d'organiser des élections législatives fin juin ou début juillet 2013 et de tenir le premier tour de l'élection présidentielle début septembre. En Libye, un peu plus d'un an après la mort de Muammar Kadhafi, les autorités sont parvenues à organiser des élections générales. En juillet dernier, on va voir tout de suite donc ces images de la Libye. Voilà, un an après la disparition de Muammar Kadhafi, les autorités sont parvenues à organiser les élections générales en juillet dernier et à rétablir la production pétrolière. Cependant, l'insécurité et les menaces extrémistes planent toujours. Les 8 mois du conflit armé qui a mis fin au régime Muammar Kadhafi n'ont pas été sans conséquences. Le contexte libyen est d'ailleurs marqué par la prolifération de milices armées, le trafic d'armes et l'émergence de menaces terroristes, traduites par l'attaque du 11 septembre 2012 qui a coûté la vie, souvenez-vous, à 4 Américains, dont l'ambassadeur Christopher Stevens à Benghazi. Et puis l'Égypte. Le pays est en proie à une grave crise politique. Les Égyptiens qui se sont unis pour renverser le régime Moubarak sont aujourd'hui plus que jamais divisés, notamment depuis la tentative du président Mohamed Morsi de s'octroyer tous les pouvoirs. Sous la pression, il a dû même renoncer, mais il a maintenu un référendum sur une constitution rédigée par son camp, lequel référendum s'est tenu en 2 dates, le 15 et 22 décembre.
Selon les résultats partiels, la nouvelle constitution a été approuvée par 64% des électeurs. Le jour même du référendum, le vice-président Mohamed Mekki avait annoncé sa démission. Printemps arabe, professeur Chitour, vous préférez parler de... Le printemps arabe, personnellement, je pense qu'il faudrait revenir un peu à l'historique, en ce sens que on dit que dans les officines des think tanks américains, il y a ce qu'on appelle le GMO, le Grand Moyen-Orient. Le Grand Moyen-Orient. Cette initiative américaine qui fait qu'il faut reformater tout le Moyen-Orient et l'Afrique. Qui date de l'époque du président Bush. Oui, ça dépend, ça a continué d'une façon ou d'une autre. Et là, à un siècle près, c'est ce qui s'est passé après les accords de Sykes-Picot en 1917. On a remodelé le Moyen-Orient. Et les deux grands d'épaisseur de l'époque, c'était la France et c'était l'Angleterre. Et c'est comme ça que la Syrie est devenue française, le Liban français, l'Irak anglais, l'Égypte anglaise et l'Italie italienne, la Libye italienne. Bien. C'est comme ça que ça s'est passé. Bon. Un siècle après, on remodèle. Et on remodèle qui? Les pays arabes. Pourquoi? Parce que les pays arabes se sont installés dans ce qu'on appelle les temps morts. Il n'y a pas de production intellectuelle. Vous savez, tous les pays arabes ont un PNB de 80% à peu près de celui de la Grèce. Nous publions moins qu'un petit pays comme le Portugal, les 300 millions d'Arabes. Et tout ceci prouve, comme disait Malik Ben Nabi, nous avons été colonisés parce que nous étions colonisables. Et donc il y a eu ce printemps arabe parce que c'est le maillon faible. Et si vous regardez bien leur théorie, chaque domino doit tomber. Souvenez-vous, il y a un président qui a dit la Libye dans 1 an, l'Algérie dans 2 ans et l'Iran dans 3 ans. Je ne dis pas que ça va se faire, mais il faut quand même être conscient qu'on fait fi des peuples et de leur espérance. Il faut remodeler. Comment résister? Donc, personnellement, je ne crois pas au printemps arabe. C'est une machination. On a essayé d'instrumentaliser même les islamistes. Tous les islamistes, en fait, ils ont tous un fil à la patte. C'est-à-dire avec les États-Unis, avec l'Occident. Et donc, dans ces conditions-là, il n'y a rien à espérer. C'est le chaos, malheureusement. Et d'une certaine façon, on peut dire que nous avons un peu été vaccinés. On dit que 88 nous a servi à quelque chose, puisque nous avons eu à peu près 500 morts. Et les Tunisiens parlent de révolution avec 200 morts. Si vous regardez les Tunisiens, j'ai même vu des articles où on confond en quelque sorte la Révolution française. On dit que le roi s'est sauvé à Varennes, comme Ben Ali s'est sauvé à l'aéroport. Bref, on a essayé de faire des analogies douteuses. Bon, le fait est là, c'est que le printemps arabe, il ne faut pas croire que nous sommes indemnes. Il faut être vigilant. Très bien. Vous êtes Lisset Hamadouche. Est-ce que vous êtes du même avis? Non. Utopique, comme disait à l'instant professeur Chitour. Alors je vais être tout simplement redondant et je vais vous dire, il faut être assez bref parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Il y a encore 3 ou 4 sujets intéressants à débattre. Vous posez des questions qui sont... Oui, c'est pas évident. Non, en fait, je m'inscris pas dans la théorie du complot. Je n'ai pas le sentiment que ce qui se passe dans le monde arabe a été téléguidé, orchestré par de sombres officines. Je pense que, effectivement, vous le disiez, le monde arabe a été dans un temps mort pendant des décennies. Il y a eu la première vague de démocratisation, la deuxième, la troisième, et voilà que la 4e touche enfin, j'allais dire, le monde arabe. Mais on parle des conséquences surtout. Hein. 1 an après, est-ce Oui. qu'aujourd'hui... Mais ne soyons pas. C'est pas pour dire que le verre peut être à moitié plein, mais ne regardons pas ce qui se passe en Tunisie, en Égypte ou en Libye avec des yeux algériens. Parce que nous avons notre histoire, nous avons eu 88, nous avons eu 92, nous avons eu le terrorisme. Tous les pays ne sont pas obligés de passer par là pour aboutir à la conclusion selon laquelle ne changeons rien, laissons tout comme c'est, mieux vaut ce que je sais et mieux que... Il faut changer, mais pas de la même façon. Par rapport à... Vous voulez dire qu'on est un peu pressé pour faire le constat? Je crois qu'on condamne trop facilement ce qui se passe dans ces pays-là. Dans le pire des cas, par exemple, dans la Libye, qui
qui a été en proie à une véritable guerre civile, avec intervention étrangère, avec tout ce que ça implique comme conséquence et comme impact régional. Tout le monde, enfin un grand nombre d'observateurs pensaient que la Libye allait se désintégrer, ce n'est pas le cas. Tout le monde pensait que les islamistes allaient être victorieux des premières élections libres en Libye, cela n'a pas été le cas. Tout le monde pensait que Benghazi allait faire sécession de la Libye. De Tripoli, ce n'est toujours pas le cas. Tout le monde pensait que le radicalisme islamiste allait envahir la Libye et se propager dans toute la région. Ce n'est pas non plus totalement le cas, puisque à Benghazi, on a observé l'émergence d'une société civile qui, elle, demande et exige des milices qu'elles se désarment au profit d'un pouvoir central qui reste encore très faible, c'est vrai, mais qui commence, bon an, mal an, à normaliser ses relations avec le Soudan, avec la Tunisie et même avec l'Algérie, avec laquelle une coopération d'ordre sécuritaire s'est établie. Quant à l'Égypte, où effectivement vous parliez de crise politique, c'est effectivement une crise politique importante qui reflète un clivage politique et idéologique au sein de la société égyptienne, mais là où tout le monde ne voit que dérives islamistes absolues, moi je vois deux forces, deux pôles extrêmement puissants qui s'affrontent, et je crois que tant qu'il y a deux pôles qui s'affrontent, tant qu'il y a effectivement un bloc islamiste non homogène, constitué des frères musulmans du président égyptien, ainsi que des salafistes beaucoup plus radicaux, mais leur force est pour moi relativisée par la force de l'opposition laïque, de gauche, libérale, qui fait front. Le président Morsi n'aurait jamais fait machine arrière par rapport au pouvoir qu'il s'était auto-octroyé s'il n'y avait pas eu la rue pour lui dire non, là, le président égyptien est en train de devenir un pharaon. Pour moi, tout cela est très positif. Ça montre que les choses bougent, qu'il y a une offre et qu'il y a une contre-offre et que les Égyptiens, finalement, décident par les urnes. Donc ne soyons pas pressés pour tout simplement tirer, on va dire, dès maintenant les ficelles de jeu. Alors, votre réaction sur le printemps arabe, rapidement, Salah Mohoubi ou Kamal Ben Moussa? Oui, moi, je ne crois pas du tout au printemps arabe. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas eu de changement significatif. On voit d'ailleurs la situation sur le terrain. La Tunisie, la Libye, l'Égypte sont encore très instables et on ne sait pas ce que leur réserve l'avenir. Très bien. Par ailleurs, je suis désolé, mais moi je ne crois pas à la démocratie qu'on instaure grâce à la baïonnette étrangère. Non, la démocratie, effectivement. Exactement. Non. Il y a eu, ce qu'il faut dire, à mon avis, peut-être pour nuancer un peu les choses, c'est que les peuples arabes, dans leur ensemble, ont un besoin de démocratie. Les présidents savis, Moubarak, d'ailleurs c'est pas un hasard, Moubarak, le président tunisien, Ben Ali et le président libyen, ça faisait quand même des décennies qu'ils étaient au pouvoir. Et on ne sort pas d'une présidence à vie sans violence. Très bien. C'est ce qui est arrivé. La Syrie... De même au Yémen et ce qui se passe actuellement en Syrie. D'accord. Kamal Ben Moussa, rapidement. Rapidement, c'est qu'on a face à nous des pays qui sont encore gérés de façon tribale, partisane. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils arriveront à passer le cap, à mettre en place des institutions fortes qui seraient impartiales dans la gestion de leur pays et de leur peuple. Là est la question. Maintenant, moi je suis très optimiste. Je pense que le peuple a dit son mot et que demain, si il n'est pas satisfait, il y aura une remise en question du politique qui a été élu. Et je pense, moi personnellement, que aussi bien en Algérie que dans d'autres pays dont les partis islamistes arrivent au pouvoir ou voudraient arriver au pouvoir, ils n'arriveront pas à porter la solution. J'en suis convaincu et demain l'histoire nous le racontera. Mais en tout cas, c'est un processus qui évolue et c'est une bonne chose. Professeur Chito? C'est uniquement pour dire que ce que j'ai dit tout à l'heure, évidemment, je confirme, mais je crois que les révolutions vont échapper à leurs concepteurs. Et que d'une certaine façon, il faudra le temps.
Les peuples aspirent à la liberté. Elle Vous viendra. parlez des effets collatéraux? Mais je dis qu'il y a le V0, la vitesse initiale. La mèche a été allumée dans des officines. Ça va même plus loin. La secrétaire d'État américaine, c'est elle qui finance, l'ex-secrétaire d'État américaine, c'est elle qui finançait les réseaux sociaux qui permettaient de pouvoir, sur Google, etc., enflammer la toile, expliquer, faire en sorte qu'on puisse créer en quelque sorte le désordre. D'accord. Et donc ça c'est connu, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Alors, Il faut espérer simplement que les peuples puissent d'une certaine façon ne pas perdre trop de temps pour pouvoir aspirer à cette liberté. on ne peut pas ne pas parler de la Syrie. Je préfère dégager la Syrie du printemps arabe. Je vais vous demander votre avis. En même temps que les images défilent sur la Syrie, Louis Adrisset Hamadouche, le pays traverse une crise politique assez grave, une crise sociale. Ça dure depuis avril 2011. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce qu'on va vers une solution? Comment vous pouvez aujourd'hui commenter cette actualité brûlante en Syrie? D'abord, je ne dégagerai pas la Syrie du printemps arabe, de l'ensemble. Il en fait partie. Donc pour vous, ça en fait partie? Ah oui, totalement. La logique est la même. Une insurrection qui a commencé avec comme objectif la chute du régime de Bachar al-Assad, un régime qui dure lui aussi depuis des décennies et dont le caractère ultra-autoritaire, ultra-fermé est connu. Et c'est même l'un des régimes les plus fermés au monde. Donc pour moi, ça s'inscrit toujours dans le même... dans la logique de changement politique dans le monde arabe. Ceci étant, la Syrie n'est pas en situation de crise ni politique ni sociale, c'est une guerre civile. La différence avec la Libye, pourquoi en fait, la question qui se pose, c'est pourquoi n'y a-t-il pas eu jusqu'à présent d'intervention étrangère en Syrie? Je crois que le temps est... L'option de l'intervention étrangère a été envisagée. Un certain nombre de résolutions ont été adoptées menaçant d'en arriver là. L'internationalisation dans son ensemble pouvait aller vers cette option. Sauf que les choses ont échappé à ceux qui prônaient une intervention étrangère dans la mesure où le conflit en Syrie a basculé d'un simple conflit entre régime Assad et opposition qui s'est militarisée progressivement à une guerre communautaire aujourd'hui. Et le dernier rapport des Nations Unies, d'une commission onusienne sur le sujet, montre bien aujourd'hui que la Syrie aujourd'hui est en situation de guerre civile communautaire. Or, intervenir militairement dans cette conjoncture impliquerait presque fatalement la désintégration de la Syrie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Un scénario que personne ne veut. D'où l'option de dénégociation qui est prônée par les Nations Unies et qui est prônée aujourd'hui par l'ensemble des grands protagonistes, sauf que certains jouent avec le feu en armant davantage l'opposition armée qui aujourd'hui est complètement éclatée entre divers courants politiques et idéologiques. D'accord. Dernier mot de l'actualité internationale avant de parler bien sûr du cinquantenaire d'Algérie, le Proche-Orient, et on voit ici également les images. Bien sûr, Israël, pour parler du factuel, continue sa politique expansionniste avec bien sûr des colonies toujours construites dans les territoires palestiniens occupés. Et puis fait majeur, c'est bien sûr la Palestine qui a carrément son statut d'État observateur à l'ONU. Victoire diplomatique contre Israël, professeur Chitour? En fait, ce n'est pas une victoire diplomatique au sens plein du terme. D'aucuns disaient que c'est un non-événement, parce qu'il n'apporte sur le terrain, il n'apporte rien. Les Palestiniens ne peuvent rien faire de plus que ce qu'ils faisaient avant. Mais ce qui est plus grave encore, c'est qu'Israël en a profité chaque fois pour s'étendre. Ils prennent toujours l'exemple de la pizza, ça c'est des Palestiniens qui disent que quand on négocie avec Israël, c'est comme quand on négocie avec une pizza. Pendant qu'on négocie, l'Israël mange la pizza. Il arrivera un moment où il ne restera plus rien à négocier. Actuellement, nous sommes à 18% de la Palestine originelle. Donc c'est un non-événement, le fait que la Palestine soit à l'ONU. Par contre, et là je reviens ce qu'on disait tout à l'heure, le GMO, la politique globale, fait que la Syrie va tomber. 2013, c'est pratiquement acquis. Et le fait que l'OTAN n'a pas intervenu, c'est la fameuse résolution qui n'a pas pu être votée. Les Russes et les Chinois se sont opposés et s'opposent toujours. Contrairement à la 1973 de la Libye, arrachée et qui a permis à l'OTAN d'aller démolir la Libye. Donc, derrière la Syrie, c'est l'Iran. Donc surveillez bien
2013, il y aura du nouveau. Peut-être que d'ici la fin de l'année, on fera une autre émission pour un peu commenter tout ce qui s'est passé en 2013. En deux mots, peut-être la Palestine, avant de passer au 50 ans de la Révolution, et on terminera là-dessus. C'est une victoire symbolique qui n'est pas négligeable dans la mesure où mieux vaut un tu l'as que deux tu l'auras pour les Palestiniens. Mais je crois que la question palestinienne ne pourra être résolue à travers cet événement qui reste mineur dans l'histoire du conflit israélo-palestinien, mais que le début de la solution de la question palestinienne est avant tout palestinienne, parce que tant que des dissensions aussi importantes persisteront entre le Fatah et le Hamas, les choses seront très très difficiles. Alors, on terminera bien sûr par le cinquantenaire de l'indépendance. C'est aussi un des faits marquants de cette année 2012, un événement célébré en Algérie, un anniversaire. Bien sûr, on a commémoré le 50e anniversaire de notre indépendance, 5 juillet 62, 5 juillet 2012. Un programme riche a été tracé pour la circonstance et vous voyez là quelques images. C'était au stade du 5 juillet, puis au monument des martyrs à Maqam el-Shahid. On voit donc quelques images à travers tout le pays. Soirée artistique, feux d'artifice géants, méga show, concerts de musique, représentations culturelles. Ce n'est pas les activités qui manquent et ça va durer même jusqu'à l'été prochain. Alors, on va terminer là-dessus. J'ai envie de vous dire, on a aujourd'hui 50 ans, c'est relativement jeune dans l'histoire d'une nation. De voir d'inventaire, comme vous me disiez avant l'émission, professeur Chitour, pour corriger les erreurs et repartir du bon pied. Dernier tour de table et on terminera là-dessus. Qu'est-ce que vous avez envie de laisser comme message? On a 50 ans et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, je commencerai par vous. Vous avez laissé très Vous voulez que je vous donne le mot de la fin? La patate chaude, oui. Allez, Kamal Benkoussa. Mais les 50 ans... Le président Bouteflika avait fait son discours à cet effet disant qu'il était temps de laisser la place à la jeunesse. Et si une chose devait être retenue de ce 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, je pense qu'il est temps. Il est temps de laisser à ces jeunes qui aujourd'hui ont besoin d'avoir un meilleur avenir, d'avoir des jeunes qui seraient capables de donner un nouvel élan à ce pays, une nouvelle direction, une nouvelle vision, un meilleur avenir. Vous savez, si vous regardez États-Unis, Barack Obama, quadragénaire, en Angleterre, quadragénaire, quand vous avez 70% de la population qui a moins de 35 ans et la moyenne au-dessus de 70 ans gouvernement, il y a un décalage. Donc vous incitez sur la jeunesse pour vous dire que... Vous savez, il est important de garder la mémoire du passé. On ne peut pas avancer dans la vie sans avoir le respect du passé et de nos aînés. Aujourd'hui, on peut se promener avec ce passeport-là parce que des gens ont versé du sang. Nos aînés se sont battus pour cette liberté. Et aujourd'hui, en prenant ce passeport avec moi, j'ai cette fierté du passé, de cette liberté acquise grâce à nos compatriotes qui ont payé d'un lourd tribut cette guerre d'indépendance. Ceci étant dit, nous avons des millions de compatriotes aujourd'hui qui attendent quelque chose, qui attendent que l'Algérie devienne une superpuissance, qu'on puisse leur offrir quelque chose de nouveau. Donc aujourd'hui, on nous parle d'un 4e mandat du président Bouteflika. Je ne sais pas si c'est de l'ordre du sérieux ou pas. Il a marqué son histoire et on le remercie. Il a été un acteur de la concorde civile, de réconciliation nationale. Il a joué un rôle important dans le rapprochement avec la France, on l'a vu dernièrement. Il a fait appel à la jeunesse pour reprendre le pays en main. J'espère que les 50 prochaines années, nous aurons un discours complètement différent et un débat différent. Salah Mahoubi. D'abord, j'éprouve une grande fierté que l'Algérie soit indépendante. Malheureusement, j'ai connu la colonisation. J'avais 13 ans quand l'Algérie avait accédé à la souveraineté nationale. Donc, je ne peux que me réjouir de cette indépendance et dans le même temps d'avoir une pensée pour les sacrifices de ce peuple. Malheureusement, 50 ans, c'est aussi 50 ans de gâchis. En 50 ans, l'Algérie n'a pas pu construire une économie qui lui permettrait de survivre
en tant que pays, c'est-à-dire en dehors des hydrocarbures. On a beaucoup insisté sur la question. Nous sommes en 2012, notre pays est toujours très vulnérable et très fragile. Cette indépendance risque d'être compromise sérieusement si nous poursuivons dans la même voie. C'est la raison pour laquelle le changement, ce n'est pas de la démagogie. C'est maintenant. Exactement. Professeur Chito? Alors, comme il a dit, j'allais dire... Lui, non. Lui. Attention. Oui. Le changement, c'est maintenant. Notre histoire est merveilleuse. Moi, j'explique aux élèves que nous avons 3000 ans d'histoire. Il faut en être fier. J'en veux à notre système éducatif de n'avoir pas fait aimer l'Algérie. Nous avons une histoire bâclée. Nous n'avons pas assumé notre 3000 ans d'histoire. On nous parle de telle période. Mais on résume toute l'histoire de ce pays à 54-62. C'est une erreur. Massinissa battait monnaie 200 ans avant Jésus-Christ. Quand les Français ont dit on a créé l'Algérie. Je disais, quand Massinissa battait monnaie, vous étiez encore dans des grottes. Vous n'êtes pas venu à la civilisation. Bon. Et donc, il faut qu'on assume notre histoire. Ceci étant dit, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où aller. Sénèque, l'ancien. On ne sait pas où on va. Si nous voulons une stratégie pour le futur, on peut mobiliser la jeunesse. Vous avez parlé de la jeunesse. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut d'abord bien la former. Il faut qu'on ait un système éducatif performant. Il est en miettes actuellement. Il faut rebâtir. Il faut remobiliser. Nous avons d'immenses atouts. C'est un grand pays. Nous sommes le premier pays d'Afrique. Il ne faut pas l'oublier. Et les envieux, il y en a. Ce que je veux dire par là, que les défis du futur, il y aura des guerres de l'eau, il y aura des guerres pour l'énergie, il y aura des guerres pour l'alimentation. Comment nous allons former le futur algérien, fasciné par l'avenir, capable d'être un 4x4, de pouvoir discuter avec tout le monde, et de pouvoir donner une chance à ce pays qui a tant besoin de sérénité. Je termine sur une chose. Nous commençons actuellement, nous voyons par exemple des premiers effets de l'ouverture avec ce gouvernement, par exemple, en ce qui concerne un certain nombre de choses qui permettent de libérer les initiatives. Il ne faut pas qu'il y ait de public et de privé. Nous sommes tous sur la même... C'était le débat d'ici même la semaine dernière. C'est un débat important. J'ai bien suivi le monsieur qui avait Slim Othmani. Il a dit de bonnes choses. Et donc, de cette façon-là, j'ajoute simplement que le futur de l'Algérie, le futur du Maghreb, c'est un Maghreb uni. Nous devons faire émerger un Maghreb de l'intelligence et nous ne pouvons pas jouer uniquement la division. Vous avez laissé Hamadou, je demande pardon à la programmation, je suis en train de grignoter des minutes, allez-y. 1000 pardons. D'abord, Ahmed, je dois avouer que je suis nostalgique de la génération qui a connu l'indépendance. Je suis nostalgique de l'espoir que cette génération avait dans cette Algérie indépendante. L'idéal de l'époque. Eh bien oui. On ne fait rien sans espoir en fait. Et moi, ce qui me chagrine le plus, c'est que 50 ans après l'indépendance, on en soit encore à des conflits ou des pseudo-conflits entre la Kabylie, entre l'exclusion du Sud, la centralisation, le régionalisme. On en soit encore à se demander s'il faut parler que l'arabe ou si le français c'est bien ou non, si c'est la langue du colonisateur ou si on doit intégrer l'anglais ou si... Tous ces petits conflits qui nous minent quotidiennement me font avoir difficilement de l'espoir. Et ce qui me désespère davantage, c'est que les générations d'aujourd'hui pensent plus à fuir qu'à construire un pays qui a désespérément besoin de sa jeunesse. Merci, merci. Nous devons faire rêver cette jeunesse. Ben voilà. C'était le mot de la fin. Merci à tous. Merci beaucoup. Louise Adrissette Hamadouche, politologue, enseignante à l'Université d'Alger. Aussi à l'IDRI, j'ai oublié ça de signaler ça depuis le début. Shamseddine Chitour, professeur à l'école polytechnique. Salah Moubi, politologue économiste. Kamal Benkoussa, expert financier. Je rappelle que vous veniez de Londres spécialement pour l'émission. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir bien sûr commenté ces événements ayant marqué 2012. Merci à la programmation de m'avoir donné autant de temps ce soir. Et je vous dis, madame, monsieur, bonne année à tous. Je vous retrouve tout simplement l'année prochaine, en 2013. Excellente suite des programmes. Bonsoir. Bonne année.